Alors, bonjour à tous ceux qui ont participé. Merci d'être là. Mon nom est Fabrice Blanc, je représente la société Auckland. Le webinaire d'aujourd'hui a pour but de faire une petite connaissance, état des lieux du rôle de la CNIL pendant la crise et comment ça se passe après la crise. Alors pour ce sujet-là, on a différents intervenants aujourd'hui. Nous avons Clémence Côté de la CNIL, qui est chef du service des affaires économiques, voilà, qui nous a fait l'honneur de venir participer à ce webinaire. Nous avons Sabine Marcelin, qui est avocate, spécialisée dans tout ce qui est droit cyber, protection des données, droit du numérique, voilà, chez Aurore Legal, maintenant devenu DLGA. Ensuite, nous avons Laurent Marcos chez Auckland, qui est le responsable de la practice RGPD, qui nous expliquera un peu peut-être d'un point de vue moins légal, mais d'un point de vue peut-être plus opérationnel, un certain nombre de choses. Voilà. Et ben, pour ma part, je m'occuperai de modérer ce webinaire avec les différents intervenants. Donc, vous avez la possibilité également, bien entendu, de poser des questions par le chat. Donc, n'hésitez pas en cours de webinaire de poser des questions si vous en avez. Et si vous souhaitez aller plus en avant sur un certain nombre de questions, on se fera un plaisir de répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir. Voilà, je vous propose tout de suite que nous commencions donc dans le vif du sujet avec Clémence Côté pour commencer. Alors, Madame Scotté, la CNIL en tant qu'institution face au Covid-19, quelles ont été les principales actions et les principales interventions et comportements de la CNIL durant cette période? Alors, je pense que tout d'abord, je vais parler de la CNIL en tant qu'institution. Comment est-ce que ça a fonctionné? Parce que comme tout le monde, on a été pris par surprise vers la mi-mars sur la nécessité d'un confinement rapide. Donc, il faut savoir que la CNIL s'est rapidement adaptée, que l'ensemble des services étaient encore disponibles par téléphone et à distance. La seule différence finalement est qu'on a sur quoi on a pu communiquer suite notamment à une ordonnance du 25 mars qui préciser les délais, une suspension, voire une extension des délais pour les réponses aux autorités administratives. Il faut savoir que pour les responsables de traitement qui devaient nous répondre dans le cadre de plainte, ou dans le cadre de mise en demeure, ou encore dans le cadre de contrôle, les délais de réponse ont été suspendus, avec un point de départ qui a été reporté sur la fin du Covid, qui généralement était le 24 juin. 24 juin qui est passé il y a 2 jours. Mais voilà, donc on a eu cette période de, comment dire, non pas de compassion, mais plutôt de latence vis-à-vis des responsables de traitement pour leur permettre de gérer les choses malgré les circonstances. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les contrôles, forcément, ont été suspendus, mais ont pu avoir lieu quand il s'agissait de situations d'urgence. Et que finalement, ce qui a pu continuer, c'est l'accompagnement des responsables de traitement, et notamment l'accompagnement sur les traitements qui ont pu naître dans le cadre de la crise sanitaire. Parce que cette crise sanitaire a été, on va dire, l'occasion pour beaucoup de responsables de traitement de réfléchir à leur technologie pour voir souvent de quelle manière celle-ci pouvait être mise au service de l'intérêt public, en quelque sorte, en tout cas de la lutte contre le coronavirus. Et finalement, cette période a été riche en enseignements sur peut-être une tendance vers une forme de solutionnisme technologique, mais qui a vu poindre des pratiques de privacy by design intéressantes, ou qui a pu permettre à la CNIL de rappeler que certains traitements n'ont pas lieu d'être dès lors qu'ils ne sont pas nécessaires. Et ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est justement vous faire un panorama de ces traitements dont la CNIL a pu s'occuper au cours de ces 2 derniers mois et qui illustrent bien le propos, justement. Des traitements qui ont certainement vocation à perdurer dans certains cas. Donc, je vous en prie sur la deuxième slide, je pense que. Voilà, donc là c'est comme vous l'indiquez, donc c'est des nouveaux usages, c'est une période propice à des nouveaux usages. Alors est-ce qu'on peut élaborer un petit peu et faire un panorama? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu un peu de tout. Typiquement, je pense que vous vous souvenez tous du SMS que la plupart d'entre vous ont reçu en début de confinement. Donc, le gouvernement qui adressait un message d'alerte, d'incitation aux bonnes pratiques, et qui a amené pas mal de plaintes et de signalements auprès de la CNIL pour savoir si le gouvernement disposait d'un fichier de la population. Ça n'est pas le cas, et c'est en quelque sorte la première fois que le gouvernement a l'occasion d'actionner un article bien particulier du Code des postes et communications électroniques qui lui permet de demander aux opérateurs de télécommunications d'adresser des messages pour son compte pour prévenir la population d'une catastrophe imminente. Mais c'est une première.
c'est une première et ça permet de mettre en exergue certaines exceptions que prévoient des législations pourtant très protectrices des données personnelles, notamment pour tenir compte de situations d'urgence. Le deuxième cas de figure qu'on a pu voir, et vous en avez certainement entendu parler dans la presse, c'est l'usage par des opérateurs des données de déplacement de leurs abonnés pour établir des statistiques et voir quels sont les mouvements de population. Vous avez certainement entendu pu lire dans la presse qu'on avait pu constater une migration massive de Paris à certaines zones de province sur telle ou telle période. Ce résultat n'a pas été obtenu via un traçage individualisé des personnes, mais il y a des statistiques et qui auparavant avaient pu être validées en quelque sorte par la CNIL parce qu'il s'agissait d'un traitement dont les opérateurs nous avaient déjà parlé, sur lequel on avait pu intégrer dès le départ des mesures de privacy by design, faisant en sorte que seules des données anonymes soient transmises et traitées. Alors, troisième cas de figure qu'on a pu rencontrer, qui est finalement le plus symbolique et le plus illustratif de cette période, il s'agit du déploiement du SI Covid et de Contact Covid, qui sont les systèmes d'information qui ont permis et qui permettent encore aujourd'hui d'assurer le suivi des personnes contaminées ou des personnes qui sont considérées comme des contacts de personnes contaminées. Et ce qui est intéressant dans cette période, c'est que finalement, on a été saisi en urgence, comme tout le monde d'ailleurs, sur le déploiement de ce système d'information qui est issu de la loi d'état d'urgence, et que le système a pu être mis en place, notamment parce qu'il y a eu une mobilisation quand même des ministères et de la CNIL pour intégrer dès le départ une série de mesures. Des mesures qui sont aussi logiques que le fait de s'assurer que le SI Covid ne perdurera pas au-delà de l'état d'urgence, avec des mécanismes également de limitation des accédants aux informations, ou encore des systèmes qui permettaient de s'assurer que seules les informations nécessaires étaient transmises et que finalement ces informations n'étaient transmises que sur la base du volontariat. Donc ce sont des mécanismes qu'on a pu intégrer et qu'on a pu intégrer aussi reproduire dans le cadre de l'application plus controversée de Stop Covid. En fait, ce que je trouve, à titre personnel, le plus intéressant dans cette période, c'est qu'on s'est aperçu que la protection des données n'est pas une problématique uniquement mondiale, mais aussi une problématique européenne. Parce que quand il s'agit de lutter contre une pandémie par nature internationale, voire européenne, les mécanismes de suivi des patients doivent par nature dépasser les frontières. Donc, il faut savoir que la CNIL a d'abord été saisie en urgence du projet en tant que tel de Contact Covid et a pu émettre certaines réserves qui ont été reproduites immédiatement par le DPP. Le DPP, qui, je vous rappelle, est la réunion des CNIL européennes et qui a justement un rôle d'émission d'avis vis-à-vis de la Commission européenne, vis-à-vis de l'ensemble des États membres, et qui a pu rappeler à cette occasion, dans le cadre d'une déclaration, puis ensuite dans une réponse publique à une lettre adressée par la Commission européenne, et enfin dans un avis dédié aux applications de contact, plutôt de Stop Covid, on va les appeler comme ça, que par exemple, il n'est pas nécessaire de conserver les noms et prénoms pour pouvoir faire ce contact, que la géolocalisation, passant par le GPS, n'est pas nécessaire, que finalement des mécanismes de Bluetooth qui permettent de conserver la trace d'un contact sont amplement suffisants. Donc, je vous invite vraiment à la lecture de ce dernier avis parce que c'est une belle illustration, encore une fois, de ce qu'il est possible de faire pour atteindre un objectif qui est quand même assez ambitieux, sans passer par des techniques qui paraissent assez naturelles, mais pourtant très intrusives, telles que la géolocalisation fine, et en permettant d'avoir un maximum de privacy by design, c'est-à-dire qu'in fine, je ne sais pas théoriquement qui a eu, moi en tant qu'utilisateur, qui a été contaminé. Les personnes qui sont contaminées ne savent pas que j'étais en contact. Et enfin, la transmission de mes données nominatives, finalement, m'appartient. L'ensemble de cette application et des applications qui ont été encouragées au niveau du DPP, en tout cas encadrées par le DPP, reposent sur une logique volontariste qui va du fait d'activer le Bluetooth au fait de vouloir adresser l'ensemble des contacts en cas de contamination avérée. L'ensemble repose sur le volontariat. Donc finalement, on a fait appel plus à une forme de civisme de la part des personnes dans ce domaine-là, plutôt que de faire appel à une obligation légale, ce qui est intéressant comme approche. Et enfin un point important
dans un contexte de crise, on constate que des nouvelles technologies, enfin des technologies qui ne sont plus si nouvelles, sont largement utilisées. Je pense notamment aux caméras et aux capteurs qui peuvent être mis en place sur la voie publique ou des lieux ouverts au public. On a pu constater que des technologies étaient ajoutées à certaines caméras pour détecter, par exemple, la présence de masques, la distanciation éventuellement, ou le nombre de personnes présentes sur un lieu public, ou enfin le fait que les personnes présentent plus de 38 de fièvre. Voilà. Il y a de véritables questions qui se posent sur l'utilité de ces dispositifs dans leur ensemble, et la CNIL à cette occasion a pu rappeler que le principe de proportionnalité fait que même si vous passez par un système avec une opposition, etc., ce seront autant d'éléments qui vont être pris en compte pour dire que le dispositif est proportionné, mais l'élément phare reste l'utilité du dispositif par rapport à l'objectif que se fixe le responsable de traitement. Exemple type, si vous mettez… Oui, pardon. Non, pardonnez-moi, je vous en prie, je vous poserai la question ensuite. Alors, juste un exemple, sur les caméras thermiques, la CNIL a pu rappeler aux employeurs que mettre une caméra thermique à l'entrée d'un lieu de travail n'est pas forcément efficace dans la mesure où il ne s'agit pas d'un symptôme, enfin, il s'agit d'un symptôme parmi d'autres, et qu'en tout état de cause, il s'agissait d'une collecte de données de santé, et que cette collecte de données de santé ne pouvait pas se faire sans texte présentant des garanties spécifiques, sans loi ou décret prévoyant spécifiquement la mise en place d'une prise de température et d'un traitement des températures des salariés. Alors ma question, elle était par rapport à votre point précédent, quand vous parliez du sens civique des gens dans l'utilisation notamment des applications et tout ça. Est-ce que vous avez le sentiment, vous, avec le recul qu'on a aujourd'hui, bien entendu, que les gens se sont véritablement sentis investis par ce sens civique et avec une forme de responsabilité pour le bien collectif? Alors, la question est quand même très compliquée et peut-être dépasse légèrement l'émission de la CNIL, mais dans le… Alors, on va dire dans le contexte de traitement des données. Ouais. Alors, je vais répondre à la question un petit peu autrement, peut-être indirectement. Ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait une forte sensibilité de l'opinion publique sur la mise en place de dispositifs qui laisseraient entendre qu'ils sont suivis, surveillés, etc. Et que, quel que soit le dispositif, ils sont en demande d'une preuve de l'utilité de la chose. Si l'utilité de la chose est prouvée, effectivement, si je fais un comparatif par rapport au signalement qu'on a pu avoir, les traitements qui reposaient sur le volontariat, dont l'utilité était évidente, entre guillemets, n'ont pas posé de difficultés. Et finalement, là où on demande plus des comptes à la CNIL comme aux responsables de traitement, c'est de prouver que le système est véritablement nécessaire. Mais quand nécessité il y a et quand ça passe par le volontariat, effectivement, a priori, ça fonctionne. Merci. Mais, oui. Alors maintenant, si on se tourne un petit peu vers l'avenir. Alors, si on se tourne vers l'avenir, déjà, cette période a été pleine d'enseignements. Elle le sera encore certainement dans les mois à venir parce que on va dire que la période n'est pas totalement terminée. La CNIL a pris notamment des engagements pour revenir et compléter le rapport qui sera adressé par le gouvernement au Parlement sur l'efficacité des SI Covid et sur son bilan. Donc, la CNIL devra émettre un avis 3 mois après le premier avis qu'elle a émis pour faire un retour sur les contrôles qui sont en cours sur cette partie du système d'information. Ensuite, elle devra veiller à ce que les traitements sur lesquels les responsables de traitement se sont engagés à avoir une durée limitée ont effectivement une durée limitée et que les données sont supprimées. Ça peut passer par différents biais, mais on sera particulièrement attentif forcément aux plaintes dans ce domaine-là. Et enfin, forcément, les dossiers plus classiques préexistants se poursuivent. Il faut savoir que la recommandation cookie, par exemple, avait été mise un petit peu en suspens sur cette période difficile. Les travaux reprennent et nous visons une adoption ou quelque chose de plus spécifique dans le courant de l'automne, enfin à la rentrée, donc dans le courant de l'automne 2020. Et bien sûr, nous poursuivons notre accompagnement des professionnels avec peut-être une vision plus nette de l'imagination, de la créativité que les responsables de traitement peuvent avoir dans ces circonstances, souvent de leur souhait de faire au mieux, mais parfois leur faire est pavé de bonnes intentions, et cette période nous a permis de confirmer que la discussion et les échanges avec les responsables de traitement étaient absolument nécessaires en amont, y compris sur des traitements plus classiques.
Très bien. Merci beaucoup. Alors, nous allons maintenant passer à Laurent Marcos. Donc, je rappelle que Laurent Marcos est le responsable de la practice RGPD chez Auckland Group. Alors, Laurent, l'épidémie, on a la question hein, de Covid, est-ce que finalement n'a pas été un stimulant d'un point de vue RGPD? Comment est-ce que les choses se sont ressenties, et notamment si on compare avec les 2 années qui viennent de s'écouler? Oui, alors merci Fabrice de me passer la parole et bonjour à nos auditeurs. Alors effectivement, le RGPD est entré en vigueur il y a 2 ans maintenant, un petit peu plus de 2 ans et 1 mois. Et durant ces 2 années, la CNIL a observé que les principaux acteurs de la mise en œuvre du RGPD, alors non seulement en Europe, mais ailleurs dans le monde également, hein, ont globalement engagé un premier lot d'actions de mise en conformité qui inclut notamment l'appréciation du statut du responsable de traitement au regard du RPD, à savoir sa qualité de responsable de traitement ou de sous-traitant ou de co-responsable. Ont également été prises en compte la nécessité de désigner un délégué à la protection des données, de sensibiliser les salariés à la protection des données, ces salariés à la protection des données, de monter des équipes dédiées à la garantie de la conformité, voire et forcément quelque part la constitution des registres de traitement. Alors, c'est qu'un premier pas, hein, il reste du chemin à parcourir. Et quelque part, la survenue de la crise du Covid a un peu bousculé cette démarche. Je dirais, mais assez étonnamment, la crise a plutôt mis en exergue l'importance de la question de la protection des données personnelles, là où on aurait pu penser ou craindre que l'urgence de la situation ne relègue ces questions au second plan, finalement. Et de l'aveu même du contrôleur européen de la protection des données, hein, Wojciech Wieworski, qui faisait part au mois de mars de ses réflexions sur la stratégie de cette organisation pour les 5 années à venir, hein, il indiquait, je cite et je traduis, « Il nous faut revoir notre copie. Quoi qu'il arrive dans les prochaines semaines, nous savons que les mots ne seront plus les mêmes. Nous serons tous confrontés à ce changement de donne, d'une manière ou d'une autre. Et nous nous demanderons tous à quel point nous sommes prêts à sacrifier nos droits fondamentaux pour se sentir mieux et plus en sécurité. » Parce que au fond, c'est bien de ça qu'il s'agit fondamentalement. Lâcher la bride sur le traitement des données de santé consacrées par le RGPD comme données sensibles et à ce titre très protégées juridiquement, n'est-ce pas, au nom de l'état d'urgence, céder à la dérive de l'acceptation tacite de la pérennisation, voire de la banalisation par la population de traitements d'exception réputés attentatoires à la protection de la vie privée, hein, comme l'évoquait tout à l'heure Clémence. Et sur ces principes, et c'est heureux, la CNIL veille et se prononce, comme elle l'a récemment démontré avec le déploiement notamment de l'application Stop Covid, ainsi que l'a évoqué Clémence. Si la CNIL a donné un accord sur le principe et sur les conditions de mise en œuvre de l'application, elle l'a conditionné, entre autres, au caractère limité dans le temps de sa durée d'utilisation, hein, à savoir pas plus que la durée de l'état d'urgence, au maximum, voire moins s'il s'avère que l'application n'est pas aussi utile que prévu. Alors, comme je le disais, certaines thématiques se retrouvent ainsi propulsées sur le devant de la scène réglementaire, en matière de protection des données personnelles, j'entends. Et en premier lieu, du coup, le traitement des données de santé, et notamment dans le cadre de l'entreprise. Comment protéger efficacement ses salariés, hein, quand on est chef d'entreprise, dans un contexte de crise épidémique, ainsi que l'impose sans ambiguïté et fermement le droit du travail. Et quand je dis fermement, en matière de santé des employés, c'est très bien ainsi, hein. L'injonction s'exprime en termes d'obligation de résultat et non en termes d'obligation de moyens. Donc comment donc pour l'employeur répondre en même temps aux contraintes du droit du travail qui semblerait imposer dans ce contexte que soit traité un certain nombre de données de santé pour protéger les salariés contre la contagion du virus. On parlait tout à l'heure de prise de température ou
suivi des personnes atteintes, et en même temps respecter les principes de protection des données personnelles édictés par le RGPD. Et en la matière, quand on parle de données de santé, on parle de données sensibles au sens du RGPD, c'est-à-dire dont le traitement n'est possible que suivant des bases légales bien définies, à savoir le consentement des personnes concernées ou la mission d'intérêt public, mais qui ne peut être exercée que par un nombre limité d'acteurs, et les entreprises en général n'en font pas partie, et dans un cadre défini par des textes de loi précis et circonstanciés, comme le rappelait Clémence tout à l'heure. Hein. Alors quoi faire? Est-ce qu'il faut s'interdire de traiter des données de santé quand on est employeur? Alors bon, il y a des marges de manœuvre dès lors qu'on utilise correctement les outils de l'approche d'accountability et de privacy by design, que je rappellerai un peu plus loin. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens envisageables? Oui, alors, j'imagine que là, en termes de télétravail, il y a aussi la question dans la continuité des données de santé de l'entreprise, mais aussi la question du télétravail. Est-ce que, outre le fait que ce soit une solution de circonstance, quels ont été un peu les effets finalement du Covid sur l'usage du télétravail? Alors effectivement, si il est un peu délicat d'envisager de traiter des données de santé pour ses employés, alors le télétravail, effectivement, peut être une alternative aux moyens à mettre en œuvre pour protéger la santé de ses salariés. C'est d'ailleurs un des moyens prônés par le Code du travail dans ces circonstances. Hein. Et puis, c'est pas vraiment une nouveauté, hein, ceci étant, puisque dès 2005, dès le 19 juillet 2005 pour être précis, le télétravail avait fait l'objet d'un accord national interprofessionnel qui lui-même était basé sur un accord européen conclu 3 ans plus tôt et qui visait à encadrer cette nouvelle pratique. Alors, la survenue de la pandémie de Covid-19 et les mesures de confinement prises pour l'endiguer ont certainement donné un nouvel élan à son développement et appelé dans la foulée peut-être la nécessité de rappeler et parfois clarifier les conditions de sa mise en œuvre, notamment pour les employeurs. La CNIL, à cet effet, a émis un certain nombre de recommandations portant principalement sur les aspects de sécurité à mettre en place pour protéger les données traitées, mais aussi la responsabilité de l'employeur quant à la mise en œuvre des traitements correspondants, et enfin les obligations relatives à la documentation de ces traitements. Alors, la sécurité tout d'abord, car c'est là qu'est la préoccupation principale soulevée par le dispositif. En se reposant largement sur les préconisations de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, ou ANSSI de son petit nom, la CNIL indique dans une recommandation récente les mesures à mettre en place en priorité pour sécuriser le système d'information de l'employeur. Alors on pourra citer par exemple l'adoption de pare-feu, d'antivirus ou d'outils de blocage de l'accès à des sites malveillants. Alors ça, c'est pour le poste de travail des salariés. Et pour les aspects communication réseau, la mise en place de réseaux privés virtuels, de VPN, pour éviter l'exposition directe des services sur Internet. Alors, d'autres précautions doivent bien entendu être envisagées dès lors que les services de l'employeur sont accessibles depuis Internet. On pourra ainsi parler de l'utilisation de protocoles garantissant la confidentialité et l'authentification du serveur destinataire, par exemple les protocoles HTTPS ou SFTP, et appliquer les derniers correctifs de sécurité, mettre en œuvre des mécanismes d'authentification à double facteur, consulter régulièrement les journaux d'accès aux services accessibles à distance et ne pas rendre directement accessibles les interfaces de serveurs non sécurisés. Alors vient ensuite le rappel des responsabilités de l'employeur en matière de protection des données personnelles, parce qu'en fait, c'est lui qui est le responsable de traitement. Et ça, il faut bien le rappeler, il ne faut pas l'oublier. Il est le responsable du traitement en application de la définition de l'article 4 du règlement européen, du RGPD.
Donc, il lui incombe, à lui, d'assurer la sécurité des données personnelles qu'il permet à ses salariés de traiter, même lorsque les salariés travaillent hors les murs. Alors, plusieurs outils peuvent l'aider dans ce sens, hein, dont des opérations de sensibilisation, on en a parlé, ou de formation à l'exercice du télétravail. Mais c'est sans doute l'établissement d'une charte spécifique, la charte du télétravail, hein, qui n'est pas la charte informatique, et qui, elle, a davantage vocation à poser les limites de l'utilisation des moyens de l'entreprise et à ce titre est annexée au règlement intérieur de l'entreprise. Cette charte du télétravail, c'est celle qui sans doute apportera le plus de garanties à l'employeur dans ce domaine. Alors, elle devra comporter un certain nombre de mentions obligatoires qui sont prévues à l'article L1222.9 du Code du travail. Il y sera fait mention, notamment et non exclusivement, de l'obligation impérieuse d'alerter l'employeur en cas de violation des données à caractère personnel, pour lui permettre à l'employeur d'alerter à son tour la CNIL et le cas échéant la personne concernée, comme exigé dans les articles 33 et 34 du règlement européen. Et enfin, troisième point, donc ne pas omettre la nécessité de documenter les traitements ainsi mis en œuvre pour répondre à l'urgence de la situation. Nécessité engendrée par l'usage de nouveaux outils dont les fonctionnalités présentent finalement un impact assez certain sur la vie privée des salariés. Alors par exemple, on peut prendre l'exemple de certaines plateformes de vidéoconférence qui ont été abondamment utilisées dans cette période et qui permettent aux organisateurs de mesurer l'attention des participants en temps réel, là où d'autres permettent aussi d'enregistrer les réunions et donc à la fois la voix des participants et l'image de leur visage capturé via leur webcam. Il en est question pour le webinaire en cours. Et aussi les écrans partagés par les différents intervenants. Alors, exemple parmi d'autres, mais dont le caractère personnel des données collectées n'apparaît pas forcément spontanément, mais il existe et de manière assez prégnante. Très bien, merci. Alors, avec l'avènement de la digitalisation, est-ce que finalement, c'est pas le bon moment pour se poser les bonnes questions? Eh ben justement, peut-être que c'est effectivement le bon moment. On a déjà posé certaines depuis le début. On en a déjà posé certaines, et puis, enfin, c'est vrai que plus généralement, on peut reconnaître que la survenue de cette crise a provoqué une accélération du mouvement de digitalisation de l'activité des entreprises. Les sociétés réputées conserver des chances de survie, voire de tirer parti de cette période qu'on qualifiera d'un peu troublée, sont, semble-t-il, celles qui sont le plus avancées ou opèrent dans le domaine de la transformation numérique. Et dans bien des cas, cet élan embarque avec lui un usage croissant de données à caractère personnel, ce qui augmente d'autant les risques qu'ils font peser sur la protection de la vie privée des personnes concernées, et a fortiori quand l'implémentation des applications correspondantes intervient dans des situations de péril et d'urgence pour la population. Alors, plus que jamais, il devient nécessaire, je dirais, pour les entreprises, pour assumer pleinement leur rôle sociétal, et au-delà des mesures que la CNIL reconnaît globalement avoir adoptées, de se poser les bonnes questions dès la conception d'un traitement et prévoir les dispositifs finalement adéquats pour en garantir la conformité. Alors, en ce faisant, c'est le concept même de privacy by design qu'elle se voit enjoindre d'adopter, sans nécessairement à ce stade en percevoir les implications pratiques, dont on peut citer certaines, notamment l'élaboration d'analyses d'impact sur la protection, qu'on appelle PIA ou AIPD, et ça spécialement quand on s'apprête à traiter des données un peu à caractère sensible, je dirais. Mais on a aussi la mise en œuvre effective de procédures pour traiter les plaintes et les réponses à l'exercice des droits des personnes. L'implémentation également de procédures de gestion d'incidents de sécurité, ainsi que leur pendant en matière de réponse à ces incidents. Le lancement d'actions de sensibilisation de leurs employés à la protection des données,
et surtout assurer ensuite une mise à jour des connaissances des équipes sur ce sujet, et finalement de pallier aux difficultés à mettre en place des mécanismes de contrôle interne pour garantir l'effectivité de la conformité. Et d'ailleurs, c'est très certainement sur ces éléments que se portera le regard de la CNIL, j'imagine, et Clémence l'évoquait tout à l'heure, pour statuer sur la conformité des responsables de traitement à l'occasion des vérifications qu'elle envisage dans le cadre de son programme prioritaire pour 2020. Programme qui portera sur les thématiques de traitement de données de santé, de géolocalisation et de gestion des cookies et autres traceurs. Pour reprendre un petit peu ce que disait Clémence Côté. Merci beaucoup, Laurent. Là, maintenant, on va donner la parole, pardonnez-moi, on va donner la parole à Sabine Marcelin, qui, je le rappelle, est avocate associée chez Aurore Legal, devenue maintenant DLGA, spécialisée dans le droit cyber et dans le droit de la protection des données. Alors, dans ce domaine-là, Sabine, vous êtes plutôt orientée sur les sujets banque et assurance, et qui, avec cette période-là, ce qu'on vient de vivre, reste encore très active. Merci Fabrice. Donc, moi, je continuerai sur la lancée de Laurent pour donner un éclairage pratique et juridique sur ce qui s'est passé par rapport aux données dans le secteur financier. Alors, le secteur des banques et des assurances ne vit pas une crise financière, mais subit la crise sanitaire autant pour eux-mêmes dans leur fonctionnement que par rapport à ce que vivent leurs propres clients qui sont touchés par les problématiques économiques. Dans ce secteur, l'une des caractéristiques, c'est qu'ils avaient, parce qu'ils sont contraints, j'y reviendrai, déjà un niveau de maturité dans la gestion de la crise et la gestion de la continuité d'activité, donc un niveau de maturité qui leur a permis de s'organiser certainement d'une manière plus fluide que dans d'autres secteurs qui n'étaient pas préparés. Alors, en pratique, ils ont à la fois procédé à des transferts d'équipes dans certains locaux, comme par exemple dans les salles de marché où il est quasiment impossible d'être en télétravail, et bien sûr, ils ont eu recours au télétravail. Là aussi où leur activité a été bouleversée, et on est aussi au cœur des données, c'est qu'en fait, encouragés par le gouvernement, ils ont à la fois proposé des crédits ou accepté, je ne sais pas comment dire, des crédits pour assister les entreprises pour traverser cette crise, et ils ont géré les échéances de crédits en cours pour là aussi faciliter la gestion de la trésorerie. Donc les crédits sont comment dirais-je, comportent bien sûr la gestion de données extrêmement importante, même si nous sommes en phase d'entreprise, il y a des informations d'ordre financier sur leurs propres clients, etc. Donc des informations à protéger en priorité. Alors, dans les banques et les assurances, il y a ce que je vous disais, une préparation qui a été à la gestion des crises et à la solidité financière qui a été imposée par les régulateurs. Et c'est une réglementation sectorielle qui date de 97, ça s'appelait le CRBF 97, c'était remplacé par une ordonnance en 2016, donc qui nécessite l'organisation des banques pour affronter les crises et avoir une organisation interne qui les rend davantage résilientes. Là, je vous parle des banques, mais il y a une réglementation similaire, connue sous le nom de Solvabilité 2, qui est une directive qui aussi crée des obligations qui vont leur permettre de se renforcer et de solidifier financièrement l'entreprise.
Et donc, elles ont aussi, au sein de ces mêmes réglementations, une exigence de sécurité. Sécurité des systèmes d'information, sécurité financière, etc. Et donc, comment dirais-je, un encouragement réglementaire pour renforcer la sécurité des données. Ce qui représente, on va le voir, une opportunité, bien sûr, nécessite une évolution des pratiques, mais aussi une opportunité de mise en œuvre du RGPD avec davantage de facilité parce qu'elles avaient déjà largement développé des processus internes pour renforcer la sécurité. Alors là, on parle de faciliter la conformité au RGPD. Tout ça, c'est ce que vous étiez en train de développer sur le slide précédent. Donc, en fait, quand je parle de sécurité, bien sûr qu'au sein de cette sécurité, il y a sécurité des systèmes d'information, qui est l'une des exigences du RGPD, parmi d'autres. Et donc, il me semble que ces pratiques de la sécurité de l'information, encouragées par les régulateurs, mais aussi par l'essence même des données financières des banques, leur a permis de mettre en œuvre des dispositifs peut-être avec davantage de facilité. Sachant que voilà, leur cœur de métier, c'est bien de traiter des données personnelles, voire des données sensibles pour certains crédits. Et puis, ils sont aussi des entreprises employeurs, donc ils ont aussi, comme ça a été évoqué par Laurent Marcos, à gérer leur propre personnel dans le cadre du télétravail. Alors ensuite, en ce qui concerne le télétravail, c'est déjà intégré maintenant dans les pratiques et ça a avancé, on l'a vu avec la période du Covid, il y a eu une explosion du télétravail. Alors en même temps, ça, qu'est-ce que ça a pour conséquence dans le domaine bancaire? Alors, effectivement, les banques s'étaient intéressées depuis longtemps, avaient examiné la transposition de la directive que Laurent Marcos a évoquée, et ça s'est développé dans les années 2000, et on va dire que dans les années 2010, les plus grands établissements financiers avaient mis en œuvre des dispositifs qui leur permettaient de pratiquer hors crise, naturellement une part de leur activité en télétravail. Et donc, même s'il est trop tôt pour en tirer des leçons, ça a certainement facilité les choses puisque le télétravail devait être intégré vis-à-vis des salariés et devait intégrer ces procédés de sécurité que Laurent Marcos a présentés pour pouvoir travailler sur des données personnelles, des données sensibles, des données financières. Ça, c'est pour la banque. Donc, du côté des assurances, la maturité était là aussi et certaines publications de la Fédération française des assurances ont indiqué que pratiquement 90% de leurs collaborateurs avaient pu continuer leur activité en exerçant le télétravail. Donc, le télétravail, je ne reviendrai pas sur les avantages et les risques. Et là aussi, les recommandations de l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information et de la CNIL ont été publiées très tôt afin de renforcer la sécurité de l'information et afin de conseiller également, c'était pour les entreprises, mais aussi les télétravailleurs, pour leur permettre de respecter des gestes barrières au niveau de la sécurité de l'information et de gérer ces informations dont les données personnelles, bien sûr, avec le plus de sécurité possible. Très bien. Eh bien merci beaucoup à tous les quatre. Alors maintenant, place aux questions si vous en avez. Alors moi, j'en aurais quand même une qui vient de m'arriver et qui s'adresse à Laurent Marcos. Laurent Marcos, tout à l'heure, vous parliez de accountability et de privacy. Est-ce que vous pourriez élaborer un petit peu plus sur ce que ça veut dire? Alors, effectivement, l'accountability, alors c'est un terme anglais pour lequel j'ai pas réussi à trouver
une traduction française correcte en un seul mot. Mais en fait, c'est la faculté d'une organisation à démontrer sa conformité quelque part. Je ne sais pas comment le mettre en un seul mot. Mais c'est justement d'être pour une organisation d'être à même de par sa documentation, par son organisation, par ses nominations quelque part, d'être en mesure de démontrer que pour tous les traitements qu'elle opère et qui embarque de la donnée personnelle, qu'elle répond aux exigences du RGPD. Alors, cette accountability, c'est la faculté de produire notamment les registres, c'est la faculté de nommer un DPO comme quand c'est nécessaire, et ça l'est très souvent. C'est aussi être capable de produire un PIA quand on estime qu'un traitement présente des risques importants pour les personnes concernées. C'est cet ensemble d'actes et de documents qui est capable d'établir que une société, une entreprise, un organisme, une collectivité répond aux exigences du RGPD et à ce titre répond à son devoir d'accountability. Le privacy by design, c'est un peu différent, ça vient un peu en amont de tout ça quand un responsable de traitement envisage de lancer de concevoir et lancer un nouveau traitement. Il le fait en intégrant d'emblée les principes du RGPD. On a parlé tout à l'heure de transparence, de licéité, de proportionnalité, de limitation, tous les 6 principes qu'on retrouve en fondement du RGPD, de les intégrer d'emblée, et surtout d'intégrer également la faculté de pouvoir répondre aux droits des personnes fichiers. Ces droits, ils sont de différentes natures, les droits d'information, les droits les droits à l'oubli, les droits d'opposition, enfin tous ces aspects qui peuvent être rendus nécessaires à un moment ou à un autre de la vie du traitement, il faut pouvoir les intégrer d'emblée dans le traitement qu'on va mettre en place. C'est un peu ça que ça recouvre. Entendu. Alors là, on a également une question, je pense, pour Sabine Marcelin. Est-ce que, Sabine, vous avez le sentiment que cette crise a encouragé les bonnes pratiques finalement? Est-ce que ça a mis un coup de projecteur sur le fait de devoir avoir de bonnes pratiques, puisque le sujet des données personnelles n'a jamais été aussi au cœur des discussions que durant cette période de crise? Alors, est-ce que vous entendez là? J'ai envie de dire oui et non. Dans les aspects positifs, il me semble qu'il y a eu beaucoup de questionnements dans les entreprises pour savoir comment rapidement améliorer. On n'entend plus. Oui. Alors, pardon, il y a un problème. Je répète ma réponse. En fait, oui et non. Il est prématuré pour savoir en fait si les entreprises ont amélioré leurs pratiques, mais il me semble qu'il y a eu beaucoup de questions sur comment améliorer rapidement la protection des données et notamment la question de la charte. Comment faire une charte? Qu'est-ce qui doit figurer dans une charte? Ça, ce sont des questions que beaucoup d'entreprises, me semble-t-il, se sont posées très tôt pendant la crise. Alors, merci Sabine. Voilà, pardon pour le mauvais son. Alors là, j'ai encore une dernière question et je pense qu'elle s'adresse plutôt à vous, Clémence Côté, au regard de la CNIL. Laurent Marcos a évoqué tout à l'heure que la CNIL avait des programmes durant les différentes années. En 2020, le programme était autour des données de santé, qui avait
un focus sur ces données de santé. Est-ce que vous pouvez élaborer un petit peu comment la CNIL fonctionne à l'égard de ces programmes-là sur lesquels, par exemple, qui semblent être sectoriels a priori, et nous éclairer un petit peu sur ce sujet? D'accord. Alors, il faut savoir que le programme de contrôle, enfin plutôt les contrôles qui sont décidés au niveau de la CNIL ont 3 sources. La première, ce sont les plaintes, les signalements qu'on reçoit. Je dirais que ça représente bien 30% des contrôles qui sont effectués, donc pour aller vérifier une allégation d'un particulier qui est adressé à la CNIL, et ou s'assurer que ce qui a été indiqué par le responsable de traitement en réponse à la plainte est exact. Deuxième cas de figure, l'actualité. Et troisième cas de figure, qui est celui que vous avez évoqué, Laurent, la définition d'un programme annuel de contrôle qui est communiqué tous les ans. Et effectivement, cette année, on avait notamment la question des cookies, la question des données de santé. L'année dernière, on avait pu faire un focus un peu plus assureur qui se prolonge cette année. Mais finalement, ça représente à peu près, c'est un pool, j'allais dire, de contrôles qui sont prédéterminés, et en fonction des thématiques qui sont choisies, des sociétés vont être choisies car représentatives du secteur en question pour aller vérifier comment est-ce que ça se passe. Et ça n'aboutit pas forcément à des sanctions ni à des procédures contentieuses. Parfois, ça peut aussi avoir une visée exploratoire d'accompagnement. Mais voilà, c'est un programme sur lequel on communique chaque année. Entendu, très bien. Merci beaucoup. Je ne vois plus d'autres questions en particulier, donc je pense que c'est la fin de ce webinaire. En tout cas, merci à tous les trois d'y avoir participé, et j'espère qu'auprès de notre auditoire, nous avons appris un certain nombre de choses. Et si d'ici là vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, et je transmettrai les questions aux personnes concernées, pour reprendre un terme propre à RGPD. Voilà, très bien. Merci à tous et encore une très bonne journée. Merci. Merci, au revoir. Merci.